L'automne de 1896 enveloppait les jardins de la Villa Fournier s'étendaient comme un tableau parfait sous le soleil de juin tortueuse du quartier latin. Les rosiers grimpants embrassaient les murs vacillants des réverbères. Leurs pétales écarlates se cachaient contrastant avec l'élégance classique de l'architecture néoclassique lausannoise n'osait approcher. Au fond d'une cave voûtée sous l'immeuble décrépite du 47 rue Mouffetard, le docteur Émile Deschamps avait transformé les entrailles de pierre en un laboratoire que les bien-pensants auraient qualifié d'hérétique. La pièce était un chaos, organisé de fils électriques serpentant le long des murs suintants, de plaques photographiques soigneusement rangées dans des tiroirs étiquetés et d'appareils électriques dont les bobines de cuivre brillaient sous la lumière tremblante d'une douzaine de bougies. L'air était saturé d'une odeur âcre mêlant les vapeurs chimiques du révélateur photographique et l'ozone produite par les décharges électriques répétées. Émile, un homme de 43 ans, aux tempes prématurément grisonnantes et aux yeux creusés par l'insomnie, ajustait méticuleusement les électrodes de son dispositif expérimental. Ses mains, jadis fermes et assurées lors de ses consultations à l'hôpital de la Salpêtrière, tremblaient légèrement, conséquence des mois d'expérimentation et de la consommation excessive de laudanum pour calmer ses nerfs. Les rayons de Röntgen ont révélé les secrets de la chair, murmurait-il en connectant un fil à une plaque photographique spécialement préparée avec des sels d'argent sensibilisés. Mais qu'en est-il de ce qui transcende la matière? Qu'en est-il de l'âme elle-même? Son obsession avait commencé 3 mois plus tôt, lors de la mort tragique de sa propre épouse, Marguerite. Celle-ci avait succombé à la tuberculose dans leur demeure bourgeoise du 16e arrondissement, mais les circonstances de sa mort avaient ébranlé les convictions scientifiques d'Émile. Dans ces derniers instants, Marguerite avait parlé à des personnes invisibles, décrit des lumières que nul autre ne pouvait voir, et ses dernières paroles avaient été « Je vois les fils ». Les fils dorés qui nous connectent tous. Ces mots avaient hanté Émile jour et nuit. En tant que médecin formé aux méthodes rigoureuses de la science moderne, il rejetait naturellement toute explication surnaturelle. Pourtant, les découvertes récentes de Wilhelm Röntgen avaient bouleversé sa compréhension du possible. Si des rayons invisibles pouvaient traverser la chair et révéler les os sur une plaque photographique, pourquoi ne pourrait-on pas photographier d'autres phénomènes imperceptibles? C'est dans cette quête obsessionnelle qu'Émile avait rencontré Céleste Moreau, une jeune femme de 24 ans qui prétendait posséder des capacités médiumniques. Céleste, aux cheveux auburn et aux yeux d'un vert troublant, s'était présentée à son cabinet en affirmant pouvoir communiquer avec les défunts. Initialement sceptique, Émile avait été troublé par la précision avec laquelle elle décrivait des détails intimes de sa relation avec Marguerite, des souvenirs qu'elle n'aurait pu connaître par aucun moyen conventionnel. « Docteur », avait-elle dit lors de leur première rencontre, ses pupilles dilatées fixant un point au-dessus de son épaule gauche, « Votre épouse me dit que vous conservez encore sa broche en forme de libellule dans le tiroir de votre bureau, enveloppée dans un mouchoir de soie bleue qu'elle avait brodé de ses propres mains. » Émile avait blêmi. Cette information était exacte, mais personne d'autre que d'eux n'en avait connaissance. C'était ce moment précis qui avait fait basculer sa rationalité vers l'acceptation d'une possibilité qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Les semaines suivantes, Céleste était devenue sa collaboratrice non officielle. Ensemble, ils avaient exploré les limites entre la science établie et les phénomènes inexpliqués. Elle lui avait parlé de ses visions, de ces moments où elle percevait des fluides vitaux émanant des vivants et des mourants, des énergies qui tourbillonnaient autour des corps comme de la fumée invisible. Ces énergies, avait expliqué Céleste lors d'une soirée particulièrement pluvieuse, alors qu'il travaillait dans le laboratoire souterrain, elles sont plus intenses au moment de la mort. C'est comme si l'âme se libérait de ses chaînes charnelles dans un dernier éclat de lumière spirituelle. Émile avait immédiatement fait le lien avec les propriétés ionisantes des rayons X.
Si l'électricité pouvait exciter les particules et les rendre visibles sur une plaque photographique, pourquoi ne pourrait-elle pas révéler ces mystérieuses énergies vitales? C'était cette hypothèse audacieuse qui avait donné naissance à son appareil expérimental, un dispositif combinant décharges électriques contrôlées et plaques photographiques hypersensibles. Le problème était qu'il lui fallait un sujet au moment précis du passage de vie à trépas. C'est là que le destin, ou peut-être quelque chose de plus sombre, était intervenu. Céleste souffrait d'une maladie cardiaque congénitale qui s'aggravait rapidement. Les médecins lui donnaient quelques semaines tout au plus. « Docteur !» lui avait-elle dit avec une résignation sereine qui avait glacé le sang d'Émile. « Si ma mort peut servir à percer le mystère de l'au-delà, alors qu'elle serve la science. Promettez-moi seulement que vous révélerez au monde ce que vous découvrirez. » C'était une proposition qui, défiant tous les codes éthiques de la médecine, mais Émile était allé trop loin dans son obsession pour reculer. L'image de Marguerite sur son lit de mort, parlant à des présences invisibles, continuait de le hanter chaque nuit. Il devait savoir, il devait comprendre. Ce soir-là, alors que les cloches de Notre-Dame sonnaient minuit dans le Paris endormi, Céleste était étendue sur la table d'examen improvisée au centre du laboratoire. Son visage, d'une pâleur cireuse, contrastait avec ses cheveux répandus comme un halo sombre autour de sa tête. Sa respiration était laborieuse, entrecoupée de râles qui trahissaient la défaillance progressive de son cœur malade. Les électrodes étaient délicatement fixées autour de son corps, reliées par un réseau complexe de fils de cuivre à l'appareil générateur d'électricité statique qu'Émile avait construit selon ses propres spécifications. Au-dessus d'elle, suspendue à exactement 1 mètre de distance, une plaque photographique spécialement préparée attendait de capturer l'incapturable. « D'où me suivez-vous ? Laissez un commentaire. »« Êtes-vous prête, Céleste ?» murmura Émile, sa voix trahissant l'émotion qu'il tentait de maîtriser. Elle tourna vers lui ses yeux verts, déjà voilés par l'approche de la mort, et esquissa un faible sourire. « Docteur, je vois déjà les fils dorés, comme Marguerite les avait vus. Ils sont si beaux. Faites-le maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Émile posa sa main sur l'interrupteur de son dispositif. Dans quelques instants, il franchirait une limite que nul scientifique avant lui n'avait osé traverser. Il photographierait l'âme elle-même au moment de son départ vers l'inconnu. Le générateur se mit à vibrer, emplissant la cave d'un bourdonnement électrique qui semblait résonner dans les os mêmes d'Émile. Les bobines de cuivre commencèrent à luire d'une faible phosphorescence bleutée, et l'air se chargea d'électricité statique, faisant dresser les cheveux sur leur nuque. Céleste ferma les yeux, un sourire paisible sur ses lèvres livides, tandis que son souffle devenait de plus en plus faible, de plus en plus espacé. C'était le moment. Émile ferma les yeux et actionna l'interrupteur. Un éclair aveuglant illumina la cave, suivi immédiatement par un crépitement assourdissant qui sembla déchirer l'air lui-même. L'odeur d'ozone devint suffocante, et Émile sentit tous ses cheveux se dresser, tandis qu'une sensation de picotement parcourait sa peau. La décharge dura exactement 15 secondes, 15 secondes pendant lesquelles la frontière entre la vie et la mort fut électrifiée, ionisée, rendue photographiable. Quand le silence retomba enfin, seul le tic-tac régulier de l'horloge murale brisait le calme mortel qui avait envahi le laboratoire. Céleste ne respirait plus. Ses yeux verts fixaient maintenant le plafond voûté avec l'immobilité éternelle de la mort. Émile, les mains tremblantes, d'épuisement et d'émotion, retira délicatement la plaque photographique de son support. Dans l'obscurité rougeoyante de sa chambre noire improvisée, il procéda au développement avec une méticulosité religieuse, chaque geste accompli dans un silence respectueux pour celle qui venait de sacrifier sa vie à la science. Lorsque l'image commença à apparaître dans le bac de révélateur, Émile retint son souffle. Ce qu'il voyait défiant toute explication rationnelle, toute compréhension de ce qui était possible dans l'univers qu'il croyait connaître. L'aube grise de novembre filtrait à travers les barreaux de la lucarne du laboratoire souterrain, projetant des ombres sinistres sur les murs humides. Émile Deschamps n'avait pas dormi de la nuit.
Il était resté assis devant la plaque photographique développée, posé sur son bureau encombré d'instruments scientifiques et de carnets de notes griffonnés de son écriture nerveuse. L'image qui s'était révélée sous l'action du révélateur dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer dans ses hypothèses les plus audacieuses. Ce n'était pas seulement la silhouette de Céleste qui apparaissait sur la plaque, mais quelque chose d'infiniment plus troublant et magnifique à la fois. Autour du corps immobile de la jeune médium, des volutes luminescentes serpentaient comme des fumées phosphorescentes. Ces formations, d'une beauté éthérée, semblaient émerger de différents points de son anatomie, le cœur, les tempes, les paumes des mains, pour s'élever vers les bords de l'image en spirale complexe et mathématiquement parfaite. Mais ce qui bouleversait le plus Émile, c'était la présence, au centre de ces énergies tourbillonnantes, d'une forme humanoïde distincte, comme un double translucide de Céleste, figé dans un mouvement d'élévation. Cette silhouette spectrale avait les bras tendus vers le haut, dans une posture de libération extatique. Son visage, bien que flou, exprimait une sérénité absolue qui contrastait dramatiquement avec la souffrance qu'avait endurée Céleste dans ses derniers instants. Autour de cette figure, des filaments dorés, exactement comme ceux qu'avait décrits sa défunte épouse et Céleste elle-même, créaient un réseau complexe, reliant différentes parties de l'image. Émile avait passé les heures précédant l'aube à analyser chaque détail de la photographie avec une loupe, prenant des notes frénétiques dans son carnet. Les implications de cette découverte étaient vertigineuses. Il venait peut-être de fournir la première preuve scientifique tangible de l'existence de l'âme, de capturer l'instant précis où la conscience humaine transcendait les limites de la chair. « Marguerite !» murmura-t-il à voix basse, ses doigts effleurant délicatement le bord de la plaque photographique. « Tu avais raison, les fils dorés existent vraiment. » Un coup ferme frappé à la porte de fer de son laboratoire le fit sursauter. Qui pouvait bien lui rendre visite à une heure aussi matinale? Émile glissa précipitamment la photographie dans un tiroir verrouillé et remonta l'escalier de pierre menant au rez-de-chaussée de l'immeuble. Derrière la porte se tenait le commissaire Auguste Fouché, un homme corpulent d'une 50aine d'années, au visage buriné par des décennies de service dans les quartiers les plus sombres de Paris. Son uniforme bleu marine était impeccable malgré l'heure matinale, et son regard perçant trahissait une intelligence aiguë derrière ses manières apparemment bourrues. « Docteur Deschamps » dit Fouché en touchant le bord de son képi. « Excusez-moi de vous déranger si tôt, mais j'enquête sur la disparition de mademoiselle Céleste Moreau. Ses voisins nous ont signalé qu'elle n'était pas rentrée chez elle hier soir, et plusieurs témoins l'ont vue se diriger vers votre immeuble. » Le sang d'Émile se glaça dans ses veines. Dans sa obsession scientifique, il n'avait pas pensé aux conséquences légales de ce qui s'était passé. Certes, Céleste était venue de son plein gré et sa mort était due à sa maladie cardiaque, mais comment expliquer les circonstances exactes sans passer pour un fou ou pire, pour un meurtrier? Céleste, oui, elle était effectivement venue me consulter hier soir, répondit Émile en s'efforçant de contrôler le tremblement de sa voix. Elle souffrait de problèmes cardiaques sévères. Malheureusement, elle a fait un arrêt cardiaque pendant que je l'examinais. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour la ranimer, mais... « Où est le corps, docteur ?» interrompit Fouché, ses petits yeux noirs scrutant intensément le visage d'Émile. « J'ai dû le transporter à la morgue municipale cette nuit même. J'ai tous les papiers nécessaires dans mon bureau. » Ce mensonge était un désespoir du moment. En réalité, le corps de Céleste reposait encore dans son laboratoire, recouvert d'un drap blanc. Émile avait été trop absorbé par l'analyse de sa découverte photographique pour penser aux aspects pratiques de la situation. Fouché fronça les sourcils. « C'est étrange, docteur. J'ai vérifié auprès de la morgue avant de venir ici. Aucun corps féminin correspondant à la description de mademoiselle Moreau n'a été enregistré cette nuit. » La situation devenait dangereuse. Émile sentait la sueur perler sur son front, malgré la fraîcheur matinale. Il devait gagner du temps pour trouver une solution. « Il y a peut-être eu une erreur administrative, » improvisa-t-il. « Vous savez comment fonctionnent ces services municipaux.
Si vous le souhaitez, nous pouvons nous y rendre ensemble pour clarifier la situation. » Fouché hocha lentement la tête, mais son expression demeurait soupçonneuse. « Très bien, docteur, mais d'abord, j'aimerais jeter un coup d'œil à votre cabinet. Simple routine, vous comprenez. » Émile n'avait pas le choix. Refuser une telle demande ne ferait qu'aggraver les soupçons du commissaire. Il le conduisit donc dans son cabinet de consultation officielle, situé au premier étage de l'immeuble, loin de son laboratoire secret. La pièce était conventionnelle. Un bureau en chêne massif, des étagères remplies de traités médicaux, un divan d'examen recouvert de cuir noir, et au mur, plusieurs diplômes encadrés attestant de ses qualifications médicales. Fouché examina l'ensemble avec l'œil exercé d'un enquêteur expérimenté. « Dites-moi, docteur, » dit-il en feuilletant négligemment un registre de patients posé sur le bureau, « quelle était exactement la nature de votre relation avec mademoiselle Moreau? S'agissait-il uniquement d'une relation médecin-patient ?» La question était chargée d'insinuation. Émile comprit que Fouché soupçonnait peut-être une liaison, ce qui expliquerait sa nervosité apparente. « Commissaire, je vous assure que ma relation avec mademoiselle Moreau était strictement professionnelle. Elle consultait pour des troubles cardiaques et j'essayais de l'aider dans la mesure de mes compétences. » Marmonna Fouché en continuant son inspection. « Et ces troubles cardiaques, ils étaient graves au point de justifier des consultations nocturnes. Elle travaillait dans un music hall du boulevard Saint-Germain, » mentit Émile avec une assurance croissante. Ses horaires ne lui permettaient de consulter qu'en soirée. En réalité, Céleste gagnait sa vie en donnant des séances de spiritisme dans les salons bourgeois du 8e arrondissement, mais Émile préférait éviter de mentionner cet aspect qui ne ferait qu'embrouiller davantage la situation. Fouché referma le registre et se dirigea vers la fenêtre donnant sur la rue Mouffetard. Dans la lumière matinale, on pouvait voir les premiers passants se diriger vers leurs occupations quotidiennes. Ouvriers en blouse bleue se dirigeant vers les ateliers, bonnes en tablier blanc partant faire les courses au marché, étudiants de la Sorbonne chargés de livres sous le bras. « Docteur Deschamps, » dit finalement le commissaire sans se retourner, « je vais être franc avec vous. Cette affaire présente plusieurs irrégularités qui m'inquiètent. Une jeune femme disparaît après avoir rendu visite à un médecin et ce médecin prétend qu'elle est morte dans son cabinet. Mais aucune trace de cette mort n'existe dans les registres officiels. » Il se tourna vers Émile, son regard dur et pénétrant. « Soit vous me mentez délibérément, soit vous avez commis des erreurs de procédure si graves qu'elles frôlent la négligence criminelle. Dans les deux cas, je me vois obligé d'approfondir mon enquête. » Émile sentit le piège se refermer sur lui. Il devait absolument éviter que Fouché découvre son laboratoire souterrain et surtout le corps de Céleste ainsi que la photographie révélatrice. Les implications de sa découverte étaient trop importantes pour être compromises par une enquête de police menée par des esprits étriqués, incapables de comprendre la portée scientifique de ses travaux. « Commissaire, » dit-il en adoptant un ton professionnel et rassurant, « je comprends parfaitement vos préoccupations. Permettez-moi de vous proposer ceci. Accompagnez-moi à la morgue municipale cet après-midi. Nous clarifierons ensemble cette confusion administrative. En attendant, je vais retrouver tous les documents relatifs au traitement de mademoiselle Moreau pour vous les présenter. » Fouché le regarda longuement, évaluant sa sincérité apparente. Finalement, il hocha la tête. « Très bien, docteur. Rendez-vous à 14 heures devant la morgue de la rue de la Roquette. Et j'espère, pour votre réputation et votre liberté, que vous serez en mesure de fournir des explications satisfaisantes. » Après le départ du commissaire, Émile s'effondra dans son fauteuil, épuisé par la tension nerveuse. Il avait gagné quelques heures, mais la situation était critique. Il devait absolument faire disparaître le corps de Céleste et, plus important encore, mettre en sécurité sa précieuse photographie. Mais d'abord, il devait étudier plus attentivement cette image extraordinaire. Car en l'observant de nouveau à la lumière du jour, il avait remarqué des détails qui lui avaient échappé pendant la nuit. Des détails qui remettaient en question tout ce qu'il croyait savoir sur la nature de sa découverte. Dans un coin de la photographie, partiellement masqué par les volutes lumineuses, se trouvait une seconde silhouette.
plus petite, plus floue, mais indéniablement humaine, une silhouette qui ne ressemblait en rien à Céleste. Une silhouette qui ressemblait étrangement à sa défunte épouse Marguerite. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. L'après-midi tombait comme un voile gris sur Paris lorsqu'Émile Deschamps pénétra dans les archives poussiéreuses de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Il avait passé la matinée dans un état fébrile, alternant entre l'exaltation de sa découverte et l'angoisse de l'enquête policière qui se resserrait autour de lui. Mais c'était la présence de cette seconde silhouette sur sa photographie qui l'obsédait le plus. Après avoir étudié l'image avec une loupe de précision pendant des heures, il avait acquis la certitude troublante que la forme spectrale ressemblait effectivement à Marguerite. Chaque trait, chaque contour correspondait au souvenir qu'il conservait de sa bien-aimée épouse. Mais comment était-ce possible ? Marguerite était morte 3 mois avant sa rencontre avec Céleste. Comment son âme pouvait-elle apparaître sur une photographie prise au moment de la mort de la médium? Cette question l'avait conduit à rechercher dans les annales de la Société française de photographie et les comptes rendus des séances de l'Académie des sciences toute référence à des phénomènes photographiques similaires. C'est dans un obscur traité publié par un chercheur allemand nommé Heinrich Baraduc qu'il avait trouvé une piste intrigante. Baraduc prétendait avoir photographié ce qu'il appelait des effluves psychiques, des émanations énergétiques produites par l'activité mentale intense. Selon lui, les états émotionnels extrêmes, et particulièrement la proximité de la mort, pouvaient imprégner l'atmosphère environnante de vibrations résiduelles, capables d'affecter les plaques photographiques sensibles. Les émotions humaines, écrivait Baraduc, laissent des traces tangibles dans le tissu même de la réalité. Ces impressions psychiques peuvent persister longtemps après la disparition de leur source et être révélées dans certaines conditions par les procédés photographiques. Cette théorie offrait une explication rationnelle à la présence de Marguerite sur l'image. Peut-être que l'intensité émotionnelle liée à ces derniers instants, combinée à l'attachement profond qu'Émile lui portait, avait créé une empreinte psychique dans son laboratoire. L'expérience électrique avec Céleste aurait alors révélé cette empreinte latente. Mais plus Émile réfléchissait à cette hypothèse, plus elle lui semblait insuffisante. La forme spectrale de Marguerite n'était pas passive ou figée comme pourrait l'être une simple impression résiduelle. Elle semblait interagir avec la silhouette de Céleste, leurs énergies lumineuses se mêlant en arabesques complexes qui suggéraient une communication active entre les deux entités. C'est alors qu'il découvrit, dans les notes personnelles de Baraduc, une mention qui fit battre son cœur plus rapidement. Le chercheur allemand évoquait des cas exceptionnels où les personnes douées de capacités médiumniques semblaient capables d'établir des ponts psychiques avec les défunts, permettant à ces derniers de manifester leur présence de manière temporaire mais tangible. Les médiums authentiques, notait Baraduc, ne se contentent pas de percevoir les énergies de l'au-delà. Ils semblent servir de conducteurs, permettant aux consciences désincarnées de puiser dans leur propre force vitale pour se manifester dans notre monde physique. Cette révélation frappa Émile comme un coup de tonnerre. Si Baraduc avait raison, alors Céleste n'avait pas seulement révélé l'existence de sa propre âme au moment de sa mort. Elle avait servi de canal permettant à Marguerite de se manifester une dernière fois. C'était pour cela que la médium avait été capable de connaître des détails intimes sur sa relation avec sa défunte épouse. Ce n'était pas de la télépathie ou de la clairvoyance, mais une véritable communication avec l'esprit de Marguerite. Émile referma brutalement l'ouvrage et quitta la bibliothèque, son esprit en ébullition. Il devait retourner à son laboratoire pour examiner la photographie sous cette nouvelle perspective. Peut-être y découvrirait-il d'autres détails qui confirmeraient cette hypothèse extraordinaire. Mais en arrivant rue Mouffetard, il eut la surprise de trouver 2 gendarmes en faction devant l'entrée de son immeuble. Le concierge, un vieil homme ratatiné nommé Alphonse Mercier, l'attendait avec une expression inquiète.
Docteur, chuchota-t-il en s'approchant discrètement. Le commissaire Fouché est revenu avec un mandat de perquisition. Il fouille votre appartement depuis 1 heure. Il cherche quelque chose en particulier, mais il n'a pas voulu me dire quoi. Le sang d'Émile se figea. Si Fouché découvrait l'accès à son laboratoire souterrain, tout était perdu. Non seulement sa carrière serait ruinée, mais sa découverte scientifique révolutionnaire tomberait entre les mains d'autorités incapables d'en comprendre la portée. « Ont-ils mentionné la cave ?» demanda-t-il avec une angoisse mal dissimulée. « Non, docteur. Ils semblent se concentrer sur vos appartements privés et votre cabinet de consultation. Mais... » Alphonse hésita, visiblement troublé par quelque chose. « Oui, qu'y a-t-il » ? « C'est bizarre, docteur. Tout à l'heure, j'ai entendu des bruits étranges venant de la cave, comme des gémissements ou des plaintes. Au début, j'ai cru que c'étaient les rats, mais ça ressemblait à une voix humaine. » Émile sentit ses jambes se dérober sous lui. C'était impossible. Céleste était morte. Il en était absolument certain. Il avait vérifié son pouls, sa respiration, tous les signes vitaux. Pourtant, l'expression inquiète d'Alphonse ne laissait aucun doute sur la réalité de ce qu'il avait entendu. « Alphonse, dit-il d'une voix tremblante, donnez-moi la clé de la cave. Il faut que je vérifie quelque chose. » Le concierge lui tendit la lourde clé de fer avec réticence. « Docteur, si j'étais vous, j'attendrais que la police soit partie. Ces bruits, ils m'ont fait froid dans le dos. » Mais Émile n'avait pas le choix. Il devait savoir ce qui se passait dans son laboratoire. Il descendit discrètement l'escalier menant à la cave, le cœur battant si fort qu'il avait l'impression que ses côtes allaient éclater. La porte de fer était entr'ouverte. Il était pourtant certain de l'avoir verrouillée avant de quitter les lieux le matin même. Une faible lueur filtrait de l'intérieur, bien qu'il n'ait laissé aucune source de lumière allumée. Émile poussa délicatement la porte et pénétra dans son laboratoire. Ce qu'il découvrit défia toute logique, toute compréhension rationnelle de la réalité. Céleste était assise sur la table d'examen, parfaitement vivante. Ses cheveux auburn brillaient d'un éclat surnaturel dans la pénombre, et ses yeux verts le fixaient avec une intensité troublante. Mais ce qui terrifiait le plus Émile, c'était l'expression de son visage, un sourire serein et bienveillant qui n'appartenait pas à la Céleste qu'il avait connue. « Bonjour, mon cher Émile » dit-elle d'une voix douce qui n'était pas la sienne, une voix qu'il reconnut immédiatement malgré les mois écoulés depuis qu'il l'avait entendue pour la dernière fois. C'était la voix de Marguerite. Émile recula d'un pas, sa main cherchant instinctivement l'appui du mur de pierre froide. Son esprit rationnel refusait d'accepter ce qu'il voyait et entendait, mais ses sens ne pouvaient mentir. Devant lui se tenait le corps de Céleste, mais habité par la personnalité, les manières et même la voix de sa défunte épouse. « Tu es choqué, je le vois bien. » y continua la voix de Marguerite sortant des lèvres de Céleste. « Mais n'aie pas peur, mon amour. Ton expérience a réussi au-delà de tes espoirs les plus fous. Tu as non seulement photographié l'âme au moment de son départ, mais tu as créé un pont entre les mondes. » Émile secoua vigoureusement la tête, refusant cette réalité impossible. « Non, non, c'est impossible. Céleste est morte. J'ai vérifié moi-même. Son cœur s'était arrêté, sa respiration avait cessé. Son cœur s'était effectivement arrêté, confirma la voix de Marguerite avec une patience infinie, et son âme avait quitté son corps, exactement comme tu l'espérais. Mais dans ce moment de transition, grâce à l'intensité de ta douleur et à tes capacités médiumniques naturelles que tu ignores, tu as créé une faille dans le voile qui sépare la vie de la mort. » Elle se leva gracieusement de la table d'examen, et Émile reconnut dans ce mouvement la démarche élégante de Marguerite, si différente de l'allure bohème de Céleste. « Mon esprit a pu s'ancrer dans ce corps vide, lui donner une nouvelle vie, pas pour longtemps, car l'équilibre naturel finira par se rétablir, mais suffisamment pour te dire ce que je n'ai pas pu t'exprimer lors de mes derniers instants. » Émile s'effondra sur une chaise, submergé par l'impossibilité de la situation. Toute sa formation médicale, toute sa compréhension scientifique du monde s'écroulait face à cette réalité qui transcendait les lois naturelles. Mais la photographie,
balbutia-t-il. J'y ai vu ton image aux côtés de celle de Céleste. Cette photographie, dit Marguerite Céleste en s'approchant du bureau où était rangé le tiroir verrouillé, ne montre pas seulement le départ de l'âme de Céleste. Elle capture le moment exact où nos deux esprits se sont rencontrés dans l'entre-deux-mondes. Le moment où j'ai saisi l'opportunité que tu m'offrais inconsciemment pour revenir vers toi. Elle tendit la main vers le tiroir. « Montre-la-moi, Émile. Montre-moi cette preuve de l'amour qui transcende la mort elle-même. » D'une main tremblante, Émile ouvrit le tiroir et en sortit la plaque photographique. Sous l'éclairage des bougies qui s'étaient mystérieusement rallumées, l'image révélait encore d'autres détails qu'il n'avait pas remarqués auparavant. Les filaments dorés ne reliaient pas seulement les deux silhouettes spectrales entre elles, mais semblaient également se prolonger au-delà des bords de la photographie, comme s'ils se connectaient à quelque chose d'invisible à l'objectif. Et au centre de l'image, à l'intersection des énergies lumineuses, apparaissait maintenant un troisième point lumineux, minuscule mais intense, pulsant comme un cœur éthéré. « Tu vois ce point de lumière au centre ?» murmura Marguerite Céleste en désignant la photographie. « C'est notre amour, Émile. C'est ce lien indestructible qui nous unit au-delà de la chair, au-delà du temps, au-delà de la mort elle-même. Ton expérience l'a rendu visible, tangible, photographiable. » Elle posa délicatement sa main, la main de Céleste guidée par l'esprit de Marguerite, sur celle d'Émile. Le contact était tiède, parfaitement réel, mais il portait en lui une familiarité que seule Marguerite pouvait posséder. « Mais pourquoi ?» demanda Émile, des larmes coulant sur ses joues. « Pourquoi revenir de cette façon? Pourquoi utiliser le corps de cette pauvre Céleste ?» Le visage de Céleste s'assombrit légèrement, et pour la première fois, Marguerite sembla hésiter avant de répondre. « Parce que je devais te prévenir, mon amour. Cette photographie que tu as créée, cette preuve de l'existence de l'âme, elle ne doit jamais être révélée au monde. » Émile fronça les sourcils, perplexe. « Mais pourquoi? C'est la découverte scientifique du siècle. Elle prouvera définitivement que la conscience survit à la mort corporelle. »« Justement, » répondit Marguerite avec une gravité soudaine. « Cette connaissance est trop dangereuse pour l'humanité actuelle. Les hommes ne sont pas prêts à accepter une telle vérité. Ils en feraient un usage terrible. » Elle se dirigea vers la fenêtre donnant sur la cour intérieure, son regard perdu dans les ombres grandissantes du crépuscule. « Imagine ce qui arriverait si cette technologie tombait entre de mauvaises mains, Émile. Des tyrans qui pourraient torturer non seulement les corps, mais les âmes elles-mêmes. Des charlatans qui exploiteraient la douleur des endeuillés. Des fanatiques qui utiliseraient cette preuve pour imposer leurs dogmes religieux par la force. » Émile comprenait la logique de ces arguments, mais sa passion scientifique refusait d'accepter une telle conclusion. « Mais Marguerite, nous ne pouvons pas cacher la vérité. La science doit progresser, même si cela bouleverse nos conceptions actuelles. »« La science progresse effectivement, » répondit-elle en se retournant vers lui, avec un sourire triste. Mais pas toujours dans la bonne direction. Cette photographie ouvrirait la voie à des expérimentations horribles, des tentatives de contrôler, de manipuler, voire d'emprisonner les âmes des défunts. Elle s'approcha de nouveau de lui, prenant ses mains dans les siennes avec une tendresse infinie. « Mon bien-aimé, je sais combien il t'en coûte d'abandonner cette découverte. Mais c'est précisément parce que tu es un homme bon, un homme moral, que je peux te faire confiance pour prendre la bonne décision. » Un bruit de pas résonna soudain dans l'escalier menant à la cave. La voix du commissaire Fouché retentit, amplifiée par l'écho des voûtes de pierre. « Mercier, où mène cet escalier? Je veux explorer tous les recoins de cet immeuble. » Émile et Marguerite Céleste échangèrent un regard chargé d'urgence. La police approchait et la situation devenait critique. « Il faut que je retourne dans l'au-delà maintenant, mon amour, » murmura Marguerite avec une urgence soudaine. « Le temps qui m'était accordé dans ce corps touche à sa fin. »« Non !» protesta Émile en serrant ses mains plus fort. « Pas maintenant, pas quand je viens de te retrouver. »« Écoute-moi bien, Émile, » dit-elle d'une voix qui commençait déjà à changer, reprenant lentement les intonations de Céleste. « Détruis la photographie, brûle tes notes, abandonne ces recherches.
C'est le seul moyen de protéger l'humanité de connaissances qu'elle n'est pas prête à recevoir. Les pas se rapprochèrent dans l'escalier, plus que quelques secondes avant que Fouché n'atteigne la porte de fer. « Et souviens-toi, » ajouta-t-elle alors que la lumière dans ses yeux commençait à s'estomper, « notre amour transcende la mort. Cette photographie l'a prouvé. Même si tu l'as détruit, cette vérité restera gravée dans ton cœur. Un jour, peut-être dans des décennies, quand l'humanité sera plus sage, quelqu'un d'autre découvrira ce que tu as découvert, mais ce jour n'est pas encore arrivé. » Le corps de Céleste s'affaissa soudain, et Émile dut la rattraper pour l'empêcher de tomber. Quand elle rouvrit les yeux, c'était le regard vert et confus de la jeune médium qui le fixait. « Docteur, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai l'impression d'avoir dormi pendant des heures. » Avant qu'Émile puisse répondre, la porte de fer s'ouvrit brutalement. Le commissaire Fouché apparut sur le seuil, flanqué de 2 gendarmes, sa lanterne projetant des ombres dansantes sur les murs de la cave laboratoire. « Docteur Deschamps !» tonna-t-il d'une voix triomphante. « Vous avez beaucoup d'explications à nous fournir. » Son regard se posa immédiatement sur Céleste, puis balaya le laboratoire avec ses instruments étranges et ses équipements électriques. « Et vous, mademoiselle ?» ajouta-t-il en s'adressant à Céleste qui tentait encore de reprendre ses esprits. « Vous êtes officiellement portée disparue depuis hier soir. Vos voisins étaient très inquiets. » Émile comprit que le moment de vérité était arrivé. Dans quelques instants, il devrait choisir entre révéler sa découverte révolutionnaire au monde ou respecter l'avertissement de Marguerite. Entre la gloire scientifique et la protection de l'humanité contre des connaissances potentiellement destructrices. Sa main se dirigea instinctivement vers le tiroir, où était rangée la photographie extraordinaire. Le destin de sa découverte, et peut-être celui de l'humanité elle-même, se jouerait dans les minutes suivantes. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Le commissaire Fouché avança lentement dans le laboratoire souterrain, sa lanterne révélant progressivement l'étendue des installations d'Émile. Les bobines de cuivre brillaient comme des serpents métalliques dans la lumière vacillante. Les fils électriques formaient un réseau complexe le long des murs suintants, et l'odeur âcre des produits chimiques, photographiques, imprégnait l'air confiné. « Docteur Deschamps » dit Fouché d'une voix où perçait une fascination mêlée de réprobation. « Qu'est-ce que tout ceci? On se croirait dans l'antre d'un alchimiste médiéval plutôt que dans le laboratoire d'un médecin respectable. » Émile jeta un regard rapide à Céleste, qui semblait encore désorientée par son retour à la conscience. Elle observait le laboratoire avec des yeux écarquillés, comme si elle le découvrait pour la première fois. Visiblement, elle n'avait conservé aucun souvenir de sa mort temporaire, ni de la possession par l'esprit de Marguerite. « Commissaire » répondit Émile en s'efforçant d'adopter un ton professionnel. « Je mène des recherches sur les applications médicales de l'électricité. Les récentes découvertes en matière de rayons X ont ouvert des perspectives fascinantes pour le diagnostic et le traitement de certaines affections. C'était un demi-mensonge, mais techniquement défendable. » Fouché examina attentivement les appareils, ses petits yeux perçants ne manquant aucun détail. « Et mademoiselle Moreau ?» demanda-t-il en se tournant vers Céleste. « Quel était votre rôle dans ces recherches ?» Céleste regarda alternativement Émile et le commissaire, visiblement troublé par la situation. « Je ne me souviens pas très bien, monsieur le commissaire. J'étais venu consulter le docteur pour mes problèmes cardiaques, et puis elle porta la main à sa tempe, grimaçant légèrement. J'ai dû m'évanouir. Tout est très confus dans ma mémoire. » Fouché hocha lentement la tête, mais son expression restait soupçonneuse. Il se dirigea vers la table d'examen où reposaient encore les électrodes utilisées la nuit précédente. « Docteur, ces électrodes semblent avoir été récemment utilisées. Et cette odeur d'ozone dans l'air. Vous avez procédé à des expériences électriques très récemment, n'est-ce pas ?» Émile sentit la sueur perler sur son front. Il devait absolument empêcher Fouché de découvrir la véritable nature de ses travaux.
Mais surtout, il devait protéger la photographie extraordinaire qui reposait dans le tiroir verrouillé de son bureau. En effet, commissaire, j'ai effectué quelques tests hier soir pour vérifier le bon fonctionnement de mes appareils. Mademoiselle Moreau a eu un malaise pendant ses préparatifs. C'est pourquoi elle est restée ici plus longtemps que prévu. Un malaise si grave qu'elle ne pouvait rentrer chez elle, insista Fouché. J'ai préféré la garder en observation par précaution médicale, répondit Émile. Avec ses antécédents cardiaques, il était plus prudent de s'assurer qu'elle était complètement remise avant de la laisser repartir. Céleste confirma d'un hochement de tête, bien qu'elle semblât encore confuse sur les détails de ce qui s'était passé. Pendant cet échange, Émile observait discrètement les réactions de la jeune femme. Elle ne montrait aucun signe de se souvenir de sa mort temporaire, ni de la conversation qu'avait eue l'esprit de Marguerite avec lui. C'était comme si ces événements extraordinaires n'avaient laissé aucune trace dans sa mémoire consciente. Fouché poursuivit son inspection méthodique du laboratoire. Il examina les plaques photographiques vierges rangées dans leurs tiroirs étiquetés, les bacs de révélateurs et de fixateurs, la chambre noire improvisée dans un coin de la cave. Son regard s'arrêta finalement sur le bureau d'Émile et le tiroir muni d'une serrure. « Ce tiroir, docteur, qui conservez-vous » Le cœur d'Émile s'emballa, c'était exactement ce qu'il redoutait. Dans ce tiroir reposait non seulement la photographie révélatrice, mais aussi ses notes détaillées sur l'expérience et ses théories sur la capture photographique de l'âme. Des documents confidentiels relatifs à mes recherches, répondit-il évasivement. Des brevets en cours de dépôt, vous comprenez, le secret professionnel m'interdit de les divulguer sans autorisation. Fouché sourit froidement. « Docteur, je vous rappelle que vous êtes suspecté d'avoir fait disparaître une personne. Dans ces conditions, le secret professionnel ne s'applique plus. Ouvrez ce tiroir. » Émile se trouvait face au dilemme ultime. S'il refusait d'ouvrir le tiroir, Fouché le ferait forcer et découvrirait inévitablement la photographie. Mais s'il obéissait, il révélerait au monde une découverte que Marguerite elle-même lui avait demandé de tenir secrète. Il repensa aux paroles de son épouse défunte. Cette connaissance est trop dangereuse pour l'humanité actuelle. Les hommes ne sont pas prêts à accepter une telle vérité. Dans un éclair de lucidité, Émile prit sa décision. D'un geste rapide, il saisit la lampe à huile qui éclairait son bureau et la projeta violemment contre le tiroir verrouillé. Le verre se brisa, répandant l'huile enflammée sur le meuble de bois sec. « Non !» cria Fouché en se précipitant vers le bureau embrasé. Mais il était trop tard. Les flammes léchaient déjà le tiroir, et Émile pouvait voir à travers les interstices du bois qui se carbonisait la plaque photographique en train de se déformer et de noircir sous l'effet de la chaleur. « Arrêtez! Que faites-vous » vociféra le commissaire en tentant d'étouffer les flammes avec sa cape. « Je protège l'humanité d'une connaissance qu'elle n'est pas prête à recevoir. » Répondit Émile avec une sérénité soudaine. Les gendarmes se précipitèrent avec des seaux d'eau qu'ils allèrent puiser dans la cour. Mais le temps qu'ils reviennent, le bureau et son contenu avaient été entièrement consumés. La photographie extraordinaire qui prouvait l'existence de l'âme n'était plus qu'un amas de cendres et de métal fondu. Fouché contemplait les ruines fumantes avec une rage à peine contenue. « Docteur Deschamps, vous venez de détruire des pièces à conviction dans une enquête criminelle. Cet acte aggrave considérablement votre situation. »« Commissaire !» intervint soudain Céleste d'une voix faible mais déterminée. « Je peux témoigner que le docteur Deschamps n'a commis aucun crime. J'étais effectivement venu le consulter hier soir. J'ai fait un malaise, et il m'a soigné avec dévouement. Si j'ai passé la nuit ici, c'est uniquement pour des raisons médicales. » Fouché se tourna vers elle, surpris par cette intervention. « Mademoiselle, êtes-vous certaine de ce que vous avancez ? Vous pourriez être poursuivie pour faux témoignage, si vous mentez pour protéger le docteur. »« Je dis la vérité, monsieur le commissaire, » répondit Céleste, avec une conviction qui surprit Émile lui-même. « Le docteur Deschamps est un homme honorable qui m'a sauvé la vie. Je ne permettrai pas qu'il soit injustement accusé. »
Pendant plusieurs minutes, le commissaire étudia les visages des deux protagonistes, cherchant des signes de mensonge ou de complicité. Finalement, il sembla se résoudre à l'absence de preuves tangibles d'un crime. « Très bien », dit-il avec résignation. « En l'absence d'éléments concrets et compte tenu du témoignage de la supposée victime, je ne peux pas maintenir mes soupçons. Mais, docteur Deschamps, sachez que cette enquête restera ouverte. Au moindre élément nouveau, au moindre soupçon, nous reviendrons. » Il fit signe à ses hommes de rassembler leurs affaires. Avant de quitter le laboratoire, il se retourna une dernière fois vers Émile. « Une dernière chose, docteur. Ces recherches que vous menez, assurez-vous qu'elles restent dans le cadre de la légalité et de l'éthique médicale. Paris n'a pas besoin d'un nouveau docteur Frankenstein. » Après le départ de la police, Émile et Céleste restèrent seuls dans le laboratoire dévasté par l'incendie. La fumée se dissipait lentement, révélant l'étendue des dégâts. Non seulement la photographie avait été détruite, mais également toutes ses notes sur l'expérience et ses théories sur la capture photographique de l'âme. « Docteur, » dit Céleste d'une voix douce, « pourquoi avez-vous détruit vos recherches? Elles devaient être importantes pour que vous preniez un tel risque. » Émile la regarda longuement. Dans ses yeux verts, il ne lisait aucune trace de la présence de Marguerite, aucun souvenir de ce qui s'était passé pendant sa mort temporaire. Pour Céleste, les dernières 24 heures n'étaient qu'un vide dans sa mémoire. « Certaines découvertes, répondit-il finalement, sont trop dangereuses pour être partagées avec le monde. Parfois, la sagesse consiste à renoncer à la gloire scientifique pour protéger l'humanité de ses propres démons. » Céleste hocha lentement la tête, semblant comprendre intuitivement la gravité de ses paroles, même sans en connaître les détails. « Est-ce que j'ai joué un rôle dans vos recherches ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Vous avez été le catalyseur d'une révélation extraordinaire, » répondit Émile avec un sourire triste. « Mais cette révélation était destinée à rester secrète. Votre rôle était de me permettre de comprendre que certaines vérités doivent parfois être sacrifiées pour le bien de tous. » Ils passèrent l'heure suivante à nettoyer les débris de l'incendie et à remettre le laboratoire dans un état présentable. Émile décida de transformer définitivement cet espace en un simple cabinet de consultation d'appoint, abandonnant toute recherche sur les phénomènes paranormaux. Quand vint le moment pour Céleste de partir, elle hésita sur le seuil de la cave. « Docteur, j'ai l'étrange impression qu'il s'est passé quelque chose d'important cette nuit, quelque chose dont je ne me souviens pas. Est-ce que quelqu'un m'a parlé à travers moi ?» Émile fut touché par cette intuition remarquable. Même sans souvenir conscient, Céleste percevait qu'elle avait servi de médium à une communication d'outre-tombe. « Oui, » répondit-il simplement. « Quelqu'un qui m'était très cher a utilisé votre don pour me transmettre un message d'une importance capitale. Grâce à vous, j'ai pu prendre la bonne décision. » Céleste sourit, apaisée par cette confirmation. « Alors je suis heureuse d'avoir pu vous aider, même sans m'en souvenir. Si jamais vous avez de nouveaux besoins de mes services, n'hésitez pas à faire appel à moi. » Après son départ, Émile resta seul dans son laboratoire dévasté. Dans un coin épargné par les flammes, il retrouva un petit fragment de la plaque photographique. Un éclat noirci où l'on pouvait encore distinguer une partie des volutes lumineuses qui avaient révélé l'existence de l'âme. Il contempla ce vestige de sa découverte révolutionnaire avec un mélange de regret et de soulagement. Marguerite avait eu raison. L'humanité de 1896 n'était effectivement pas prête pour une telle révélation. Peut-être que dans des décennies ou des siècles, quelqu'un d'autre découvrirait les secrets de l'âme et saurait en faire un usage plus sage. En attendant, il garderait précieusement ce fragment comme un rappel secret que l'amour véritable transcende effectivement la mort et que certains sacrifices sont nécessaires pour protéger le monde de vérités trop dangereuses. Le lendemain matin, Émile Deschamps reprit ses consultations normales à l'hôpital de la Salpêtrière, redevenant un médecin ordinaire aux yeux du monde. Mais dans son cœur brûlait à jamais la certitude que Marguerite continuait d'exister quelque part, au-delà du voile de la mort, et que leur amour éternel avait été photographié une seule fois dans l'histoire de l'humanité.
15 ans plus tard, Paris, 1911. Le cabinet médical du docteur Émile Deschamps, situé désormais avenue de l'Opéra, respirait la respectabilité bourgeoise. Les murs étaient ornés de diplômes prestigieux, de photographies le montrant en compagnie de sommités médicales européennes et d'une collection d'instruments chirurgicaux rutilants qui témoignaient de sa réussite professionnelle. À 58 ans, Émile avait les tempes entièrement blanchies et le visage marqué par les années, mais son regard conservait cette intensité particulière de ceux qui ont côtoyé l'inexplicable. Ce matin-là, il recevait un patient inhabituel, le jeune Henri Becquerel, neveu du célèbre physicien Antoine-Henri Becquerel, découvreur de la radioactivité. Henri, âgé de 26 ans, était lui-même un chercheur prometteur qui s'intéressait aux applications médicales des radiations. Il avait sollicité ce rendez-vous après avoir entendu des rumeurs sur d'anciennes recherches menées par Émile dans le domaine de la photographie électrique. « Docteur Deschamps » dit Henri en s'installant dans le fauteuil de cuir face au bureau. « J'ai cru comprendre que vous aviez mené, il y a quelques années, des expérimentations pionnières, combinant électricité et photographie. Mon oncle m'a mentionné votre nom lors de discussions sur les premiers développements des rayons X en France. » Émile observa attentivement son interlocuteur. Le jeune homme avait cette passion dévorante dans le regard qu'il reconnaissait pour l'avoir lui-même porté 15 ans auparavant. Cette soif de repousser les frontières du connu, quitte à s'aventurer dans des territoires dangereux. « Monsieur Becquerel, » répondit-il prudemment, « j'ai effectivement exploré quelques applications de l'électricité à la photographie médicale dans les années 1890. Mais j'ai abandonné ces recherches pour me concentrer sur la médecine traditionnelle. » « Abandonné » insista Henri en se penchant vers l'avant. « Mais pourquoi? Selon mes informations, vous étiez sur le point de faire des découvertes révolutionnaires. » Émile sentit un frisson familier parcourir son échine. Même après toutes ces années, l'évocation de ses anciens travaux réveillait des souvenirs troublants. Il revoyait encore la silhouette spectrale de Marguerite sur cette photographie extraordinaire qu'il avait détruite pour protéger l'humanité. « Jeune homme » dit-il en adoptant un ton paternel, « il y a des chemins de recherche qu'il vaut mieux ne pas emprunter. Certaines découvertes peuvent sembler prometteuses, mais leurs implications à long terme sont problématiques. » Henri fronça les sourcils, manifestement déçu par cette réponse évasive. « Docteur, avec tout le respect que je vous dois, la science progresse grâce à ceux qui osent explorer l'inconnu. Mon oncle n'aurait jamais découvert la radioactivité s'il s'était contenté des dogmes établis. » Cette remarque toucha Émile au cœur. Combien de fois s'était-il posé la même question au cours des 15 dernières années? Avait-il eu raison de détruire sa découverte, ou avait-il privé l'humanité d'une avancée majeure par excès de prudence? « Monsieur Becquerel, reprit-il après un long silence, permettez-moi de vous raconter une histoire. Il y a 15 ans, j'ai effectivement fait une découverte extraordinaire, une découverte qui aurait pu révolutionner notre compréhension de la nature humaine elle-même. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur l'avenue animée. En bas, les Parisiens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, ignorant tout des mystères qui se cachaient derrière les façades respectables de leurs concitoyens. J'ai réussi à photographier ce que beaucoup appelleraient l'âme humaine au moment de la mort, continua-t-il d'une voix basse. J'ai obtenu la preuve tangible que la conscience survit à la destruction du corps physique. Henri se redressa brusquement, les yeux écarquillés. Vous plaisantez ? Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie, répondit Émile en se retournant vers lui. Mais j'ai choisi de détruire cette preuve et d'abandonner mes recherches. Voulez-vous savoir pourquoi? Le jeune homme hocha vigoureusement la tête, suspendue à ses lèvres. Parce que cette connaissance était trop dangereuse pour l'époque. Imaginez ce qui se serait passé si les puissances militaires européennes avaient eu accès à une technologie permettant de manipuler les âmes elles-mêmes. Imaginez les applications terrifiantes qu'auraient pu en faire des régimes autoritaires. Émile retourna s'asseoir, son regard plongé dans celui de Henri. En 1896, l'Europe se préparait déjà à des conflits majeurs. Aujourd'hui, en 1911, les tensions sont encore plus vives.
Pouvez-vous imaginer ce qui arriverait si une nation développait des armes capables de détruire non seulement les corps, mais les âmes de ses ennemis? Henri déglutit péniblement. La perspective était effectivement terrifiante, mais sa curiosité scientifique restait intacte. Mais docteur, ne pourrait-on pas utiliser cette découverte à des fins bénéfiques, pour communiquer avec les défunts, pour consoler les endeuillés, pour prouver l'existence de l'au-delà? C'est exactement ce que je pensais, soupira Émile. Mais j'ai appris, de la manière la plus bouleversante qui soit, que certaines frontières ne doivent pas être franchies. Du moins, pas encore. Il se dirigea vers son coffre-fort personnel, dissimulé derrière un faux panneau de bibliothèque. Après avoir composé une combinaison complexe, il en sortit un petit objet enveloppé dans un tissu de soie noire. « Voici tout ce qui reste de ma découverte », dit-il, en dévoilant le fragment de plaque photographique qu'il avait conservé depuis 15 ans. Henri se pencha pour examiner l'éclat noirci. Malgré les dégâts causés par l'incendie, on pouvait encore distinguer des volutes lumineuses, d'une beauté éthérée, semblant danser dans la matière même de la plaque. « Mon Dieu !» murmura le jeune homme. « C'est vraiment l'image d'une âme. »« Une partie de l'image, » corrigea Émile. La photographie complète montrait 2 entités spectrales, celle de mon sujet d'expérience et celle de ma défunte épouse, qui était parvenue à se manifester au moment de la transition. Il reprit délicatement le fragment et le remit dans son enveloppe de soie. « Cette expérience m'a coûté très cher, monsieur Becquerel. J'ai perdu ma réputation, j'ai failli être emprisonné et surtout, j'ai appris que certaines vérités sont trop lourdes à porter pour un seul homme. » Henri resta silencieux pendant plusieurs minutes, digérant les implications de ce qu'il venait d'entendre. Finalement, il leva les yeux vers Émile avec une détermination nouvelle. « Docteur, accepteriez-vous de m'enseigner vos techniques? Je vous promets d'user de cette connaissance avec la plus grande prudence. » Émile secoua la tête avec tristesse. « Mon jeune ami, vous ne comprenez pas. Cette connaissance n'est pas seulement dangereuse, elle est maudite. Tous ceux qui s'en approchent paient un prix terrible. » Il se dirigea vers un autre tiroir de son bureau et en sortit une série de coupures de journaux jaunis par le temps. « Voulez-vous savoir ce qui est arrivé à tous ceux qui ont tenté de reproduire mes expériences ?» Il étala les articles sur son bureau. « Docteur Heinrich Baraduc, mort dans des circonstances mystérieuses en 1909. Ses laboratoires détruits par un incendie inexpliqué. Professeur Wilhelm Mathias, retrouvé mort dans son cabinet de Vienne, ses recherches sur les photographies psychiques disparues. Docteur Albert Notnagel, interné dans un asile après avoir prétendu communiquer avec les morts par la photographie électrique. » Henri examina les coupures avec un malaise croissant. Les dates et les circonstances formaient un pattern troublant. « Vous pensez que ces morts sont liés à leurs recherches ? » « Je pense, » répondit Émile d'une voix grave, « que certaines forces de l'au-delà protègent jalousement leurs secrets, et que ceux qui tentent de les révéler prématurément en paient les conséquences. » Le jeune Becquerel se leva et fit les 100 pas dans le cabinet, visiblement en proie à un conflit intérieur. D'un côté, sa passion scientifique était attisée par la perspective d'une découverte révolutionnaire. De l'autre, les avertissements d'Émile et les preuves des destins tragiques des autres chercheurs l'inquiétaient profondément. « Docteur, » dit-il finalement, « si cette connaissance est si dangereuse, pourquoi conservez-vous ce fragment? Pourquoi ne pas l'avoir détruit entièrement ?» Émile sourit tristement. « Parce que je suis un homme faible, monsieur Becquerel. Malgré tous mes beaux discours sur la protection de l'humanité, je n'ai pas pu me résoudre à effacer complètement la preuve que ma bien-aimée Marguerite continue d'exister quelque part au-delà de la mort. » Il caressa délicatement l'enveloppe de soie contenant le fragment. « Ce petit morceau de verre noirci est tout ce qui me reste de l'amour de ma vie. Comment aurais-je pu le détruire ?» Cette confession émut profondément Henri. Il comprenait maintenant que derrière la façade scientifique du docteur Deschamps se cachait un homme brisé par la perte de son épouse, un homme qui avait sacrifié la gloire scientifique pour préserver un dernier lien avec l'être aimé. « Il existe peut-être une alternative » suggéra-t-il après une longue réflexion. «
Plutôt que de reproduire vos expériences, nous pourrions consigner vos découvertes dans un document secret, un testament scientifique qui ne serait révélé qu'au moment où l'humanité sera prête à recevoir cette vérité. Émile considéra cette proposition avec intérêt. L'idée de préserver sa découverte pour les générations futures, tout en évitant les dangers d'une révélation prématurée, avait un certain attrait. Ce serait possible, admit-il. Mais qui déciderait du moment opportun pour révéler ses connaissances? Une société secrète, proposa Henri avec enthousiasme. Un groupe de scientifiques et de philosophes éclairés, chargés de préserver certaines découvertes trop avancées pour leur époque. Nous pourrions l'appeler l'Ordre des gardiens du voile. L'idée séduisit Émile. Au lieu de laisser sa découverte sombrer dans l'oubli, il pourrait la transmettre à des hommes de confiance qui sauraient en faire bon usage le moment venu. Très bien, dit-il finalement, mais à une condition, cette société devra rester absolument secrète et ses membres devront jurer de ne jamais utiliser ses connaissances à des fins personnelles ou destructrices. Henri acquiesça solennellement. Je vous donne ma parole, docteur, et je m'engage à ne recruter que des hommes d'une intégrité irréprochable. Les deux hommes passèrent le reste de l'après-midi à élaborer les statuts de cette société secrète. Émile rédigea un compte-rendu détaillé de ses expériences de 1896, incluant les techniques utilisées, les résultats obtenus et surtout les avertissements sur les dangers de cette technologie. Henri, de son côté, établit une liste de scientifiques de confiance qui pourraient être initiés au secret. Quand vint le moment de se séparer, Émile confia à Henri une copie de son testament scientifique soigneusement scellé dans une enveloppe de cire rouge. « Monsieur Becquerel, dit-il solennellement, vous portez désormais l'un des secrets les plus dangereux de l'humanité. Usez-en avec la plus grande sagesse. » Henri serra l'enveloppe contre sa poitrine avec une révérence religieuse. « Je vous promets, docteur, que ce secret sera préservé jusqu'au jour où l'humanité sera assez mature pour l'accepter sans en faire un usage destructeur. » Après le départ du jeune homme, Émile resta seul dans son cabinet, contemplant le fragment de plaque photographique qu'il conservait comme un trésor. Pour la première fois depuis 15 ans, il se sentait en paix avec sa décision de détruire sa découverte. Grâce à Henri Becquerel et à l'Ordre des gardiens du voile qui naîtrait de leur rencontre, sa découverte ne serait pas perdue à jamais, mais simplement préservée en attendant des temps plus propices. Le lendemain matin, Émile reçut la visite inattendue de Céleste Moreau. Maintenant, âgée de 39 ans, la femme qui avait servi de médium à l'esprit de Marguerite avait conservé sa beauté, bien qu'une certaine mélancolie. Voilà maintenant son regard vert. « Docteur, dit-elle en s'installant dans le fauteuil qu'avait occupé Henri la veille, j'ai fait des rêves étranges ces dernières semaines. Des rêves où je vous vois en compagnie d'une femme aux cheveux châtains, une femme qui me semble familière, bien que je ne l'ai jamais rencontrée. » Émile sentit son cœur s'accélérer. « Décrivez-moi cette femme, je vous prie. » Elle était élégante, distinguée, avec des yeux d'un bleu profond et un sourire d'une tendresse infinie. Dans mes rêves, elle me remerciait de lui avoir permis de vous parler une dernière fois. Les larmes montèrent aux yeux d'Émile. Même après toutes ces années, Marguerite continuait de se manifester à travers Céleste, leur lien médiumnique n'ayant jamais été complètement rompu. « Cette femme, murmura-t-il d'une voix émue, était mon épouse Marguerite. Elle est décédée il y a 15 ans. » Céleste hocha lentement la tête, comme si cette révélation confirmait ses intuitions. « Elle m'a chargé de vous transmettre un message, docteur. Elle dit que vous avez fait le bon choix en préservant le secret, mais qu'il est temps maintenant de préparer l'avenir. L'humanité évoluera, et un jour viendra où vos découvertes pourront être révélées sans danger. » « Elle a dit autre chose ?» demanda Émile, suspendu aux lèvres de la médium. « Oui, elle dit qu'elle vous aime toujours, qu'elle veille sur vous depuis l'au-delà, et qu'elle vous attendra le moment venu. Mais elle dit aussi que votre travail sur Terre n'est pas terminé. Vous devez former ceux qui vous succéderont, leur transmettre non seulement vos connaissances scientifiques, mais aussi la sagesse nécessaire pour en faire bon usage. » Émile essuya discrètement ses larmes.
Le message de Marguerite confirmait la justesse de sa décision de créer l'Ordre des Gardiens du Voile avec Henri Becquerel. Sa défunte épouse approuvait cette démarche depuis l'au-delà. « Merci, Céleste, dit-il avec gratitude. Merci de m'avoir transmis ces paroles. Elles m'apportent un réconfort immense. » Céleste se leva pour partir, mais elle se retourna une dernière fois avant de franchir la porte. « Docteur, dans mes rêves, je vois aussi l'avenir. Je vois des temps sombres approcher, des guerres terribles qui déchireront l'Europe. Mais je vois aussi, au-delà de ces épreuves, une époque où les hommes seront enfin assez sages pour accepter les vérités que vous avez découvertes. » Sur ces paroles prophétiques, elle disparut, laissant Émile seul avec ses pensées et ses espoirs pour l'avenir de l'humanité. Les années qui suivirent donnèrent raison aux visions de Céleste. La Première Guerre mondiale éclata en 1914, plongeant l'Europe dans un bain de sang sans précédent. Émile, trop âgé pour servir comme médecin militaire, consacra ses dernières forces à développer l'Ordre des Gardiens du Voile, recrutant secrètement des scientifiques, des philosophes et des humanistes à travers l'Europe. Quand il s'éteignit paisiblement en 1918, à l'âge de 65 ans, l'Ordre comptait 12 membres dans 6 pays différents, tous liés par le serment de préserver les connaissances dangereuses jusqu'à ce que l'humanité soit prête à les recevoir. Henri Becquerel, devenu le grand maître de l'Ordre, prononça un éloge funèbre émouvant lors des obsèques privées d'Émile. Le docteur Émile Deschamps fut un pionnier qui osa explorer les frontières entre la science et le mystère. Mais il fut surtout un homme sage, qui comprit que la véritable grandeur ne réside pas dans la révélation de tous les secrets, mais dans la sagesse de savoir lesquels doivent rester cachés jusqu'à ce que l'humanité soit prête à les accepter sans se détruire. Dans son testament, Émile légua le précieux fragment de plaque photographique à l'Ordre des Gardiens du Voile, accompagné d'une dernière lettre: « Mes chers successeurs, je vous confie le plus grand secret de ma vie, la preuve que l'amour véritable transcende la mort elle-même. » Cette photographie fragmentaire est tout ce qui reste d'une expérience qui aurait pu changer le monde, mais qui était trop avancée pour son époque. Conservez précieusement ce trésor et les connaissances qui l'accompagnent. Un jour viendra, peut-être dans des décennies, peut-être dans des siècles, où l'humanité sera enfin assez sage pour accepter cette vérité sans en faire un usage destructeur. Ce jour-là, vous pourrez révéler au monde que l'âme existe, que la conscience survit à la mort et que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. En attendant, continuez d'œuvrer dans l'ombre pour protéger l'humanité de ses propres démons. C'est là votre mission sacrée. Avec toute ma gratitude et mon affection, docteur. Émile Deschamps, fondateur de l'Ordre des Gardiens du Voile. Ainsi se termina l'histoire extraordinaire du docteur Émile Deschamps, l'homme qui photographia l'âme et choisit de sacrifier la gloire scientifique pour protéger l'humanité d'une vérité trop dangereuse pour son époque. Son héritage secret continua de vivre à travers l'Ordre des Gardiens du Voile, attendant patiemment le jour où le monde serait enfin prêt à recevoir la preuve définitive que l'amour transcende la mort. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.